Autre chose importante à comprendre, parce qu'on vous a parlé en pharmacologie générale, on vous parlait des courbes dose-réponse, de la puissance, de l'efficacité, etc. Là, je trouve que c'est un bon moyen de vous expliquer finalement en pratique clinique à quoi ça correspond. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle la relation dose-natriurèse pour un diurétique. Ici, c'est la quantité de sodium excrété. Ce sont des MEC par kilo de poids du patient par recueil toutes les 5 heures. Et puis là, on augmente les concentrations. Vous voyez que c'est une augmentation qui est logarithmique, log 10. Voilà deux médicaments, l'hydrochlorothiazide, thiazidique, je vous dirai à quelle classe pharmacologique ça appartient, puis un autre qui est le furosémide. Et vous voyez que pour des doses très faibles d'hydrochlorothiazide, on commence déjà à avoir une augmentation de la natriurèse qui plafonne et qui s'arrête. Il faut des doses beaucoup plus importantes, vous voyez, 1000 à 10 000 fois plus importantes avec le furosémide pour avoir une natriurèse. Mais l'efficacité est beaucoup plus importante puisque pratiquement on double la natriurèse. Eh bien, ce sont ces notions de puissance et d'efficacité qu'il faut prendre en compte. L'effet max, c'est l'efficacité. Et la dose qui induit la moitié de l'effet max, c'est la puissance. Donc vous voyez que la dose qui correspond à la moitié de l'effet max est aux environs de 0,2, 0,3 milligrammes par kilo. Et tout de suite, vous pouvez vous dire, pour le furosémide, c'est très différent parce que l'effet max est pratiquement le double. En revanche, la dose, elle est aux alentours de 30 mg par kilo. Donc entre 0,3 et 30, vous avez 2 logs, vous avez 100 fois. Conclusion, la puissance de l'hydrochlorothiazide est 100 fois supérieure à celle du furosémide, alors que l'efficacité du furosémide est 2 fois globalement supérieure à celle de l'hydrochlorothiazide. Ça va? Ça vous paraît logique, ça? Bon, c'est important parce que on vous bassine avec quantité d'éléments souvent très fondamentaux, très théoriques. Mais là, je trouve que ça s'adapte très très bien aux diurétiques. Et vous allez voir qu'à un moment, on en aura besoin. Par exemple, dans l'insuffisance rénale, eh bien, dès que l'insuffisance rénale devient importante, il faut utiliser le furosémide et l'hydrochlorothiazide perd beaucoup de son efficacité. Oui, il faut. Alors tant pis, peu importe. On va donner les comprimés d'hydrochlorothiazide sont des comprimés à 25 mg, mais là vous pouvez donner 100, 200, 400 mg. Et vous voyez que finalement, ce qu'on appelle la moitié de l'effet max, eh bien, qui va vous définir votre puissance, elle définit la dose moyenne à laquelle vous donnez le médicament en général. Donc ça, c'était la deuxième notion importante que je voulais vous faire comprendre. Cinétique de l'effet, relation dose-natriurèse. Après, bien entendu, ce sont des salidiurétiques. Ce sont des médicaments qui vont éliminer de l'eau et du sel. Donc, très bien, on va perdre du sel. Mais il existe d'autres mécanismes associés. Alors, il faut que je vous les cite. Un effet sur les prostaglandines, donc on appelle ça de la vénodilatation, peut-être à partir de prostaglandines vasodilatatrices d'origine rénale. Et ça pourrait expliquer, par exemple, l'effet du Lasix par voie intraveineuse dans l'œdème du poumon. Il n'y a pas suffisamment le temps pour que la volémie s'installe pour guérir l'œdème du poumon. En revanche, si vous dilatez les veines, vous augmentez la compliance veineuse, vous réduisez la post-charge, vous diminuez la pression capillaire pulmonaire, vous traitez l'œdème du poumon. Ça vous dit quelque chose, tous ces mécanismes? Vous l'avez vu en cardio quand même. Vous pouvez retourner à vos cours de cardio pour comprendre ça. Pareil, on peut dire aussi, oui, mais il y a peut-être aussi une augmentation du débit sanguin rénal par des prostaglandines vasodilatatrices d'origine rénale qui vont provoquer une baisse des résistances intrarénales et donc une augmentation du débit. Augmentation du débit et donc exagération de tous les mécanismes que je vais vous raconter. Donc ce petit 2, c'est pour vous dire,
Non, l'effet des diurétiques sur le rein ne s'explique pas seulement par un effet sur l'eau et le sel. Les diurétiques sont des médicaments du néphron. Qu'est-ce que c'est que le néphron? Où est-ce que ça se trouve? Vous le savez, mais les petits rappels sont pas inutiles. On va parler tout à l'heure de gradient cortico-papillaire. Donc, souvenez-vous, vous avez le cortex. Entre le cortex et la papille qui est là, vous avez la médula. On aura vous avez appris des néphrons courts qui sont dans le cortex et puis des néphrons plus longs qui descendent avec leur anse de Henle descendante et ascendante très profond sur la médulaire et au contact de la papille. Et c'est ça qui va déterminer ce qu'on appelle le gradient cortico-papillaire dont on va avoir besoin. Sinon, sachez que tout ce qui est néphron, c'est un système tubulaire avec des canaux, excrétion, réabsorption. Simplement, il faut qu'il soit vascularisé. Et vous avez, à partir de l'artère rénale, une artériole afférente qui va venir au contact du glomérule, et puis une artériole efférente, et ensuite c'est un système veineux. Donc souvenez-vous bien, artériole afférente, artériole efférente, je vous en avais parlé beaucoup pour les antagonistes calciques, c'est une notion importante pour ça. À partir de maintenant, vous devez comprendre qu'il y a 3 grandes classes de diurétiques avec 3 sites d'action différents. Et ça c'est très important parce que c'est comme ça, si vous avez bien compris ça, vous avez compris les associations et vous avez compris comment on évite les effets indésirables. Donc je vous ai mis un petit schéma du néphron que vous connaissez bien déjà. Donc globalement, vous avez ici tout ce qui est le glomérule, l'artériole afférente, l'artériole efférente, vous avez le tube contourné proximal, vous descendez dans la branche descendante de l'anse de Henle, vous remontez la branche ascendante, et là elle s'élargit. Premier site d'action, BAAH, branche ascendante de l'anse de Henle, site d'action des diurétiques dits de l'anse. Exemple, furosémide, non commercial, Lasix. Et puis vous continuez à monter, enfin vous allez en aval, je veux dire, et là vous allez au niveau du tube contourné distal, et en particulier du tube contourné distal terminal, les diurétiques thiazidiques. Deuxième type de médicament. Et puis vous vous rapprochez avec le tube distal terminal et le tube collecteur, et c'est là qu'agissent les diurétiques d'épargne potassique. Deuxième notion à savoir, donc 3 sites d'action, vous voyez, l'un qui est profondément dans les diurétiques de l'anse, l'autre tube contourné distal, on remonte vers le cortex, et puis l'autre dans c'est cortex et tube collecteur. Il faut savoir que tous les diurétiques tubulaires, c'est-à-dire furosémide thiazidique, ne sont pas filtrés, ils doivent être sécrétés. C'est un petit processus actif dans la lumière tubulaire pour agir à partir de l'urine tubulaire. Si la sécrétion est altérée, parce que le rein est malade, eh bien, des diurétiques comme les thiazidiques, qui sont relativement peu efficaces, vont se trouver en faible quantité et vont être relativement peu, en réalité, efficaces pour leur effet diurétique. En revanche, le Lasix, lui, gardera de l'efficacité. Alors là, on va parler de 2 grandes classes, et chaque fois il y aura 2 sous-classes. Première classe, les hypokaliémiants. Retenez d'une manière générale que 90% des diurétiques qui sont prescrits sont hypokaliémiants. Voilà. Tout de suite, ça vous place les choses, ça vous fait dire, bah oui, ce sont des médicaments qui vont faire fuir du potassium. Il y a un risque à l'hypokaliémie. Donc 2 types de médicaments sont hypokaliémiants, 1 les diurétiques de l'anse, 2 les diurétiques thiazidiques. Et puis on va les étudier l'un après l'autre. Et puis, je ne sais pas si je vous les mets, voilà.
Et juste derrière, les diurétiques d'épargne potassique qui agissent au niveau du tube distal terminal et du tube collecteur et qui sont beaucoup moins utilisés. Je reviens un tout petit peu sur ma première diapositive. Qu'est-ce que vous voyez? Au niveau des diurétiques de Lens, 25% du sodium filtré. Voilà. Et c'est normal. C'est-à-dire que, imaginez que le sodium est filtré dans le tube proximal et puis il est progressivement réabsorbé. Bon, bah ici, 25% du sodium filtré est réabsorbé. Et puis tout ce qui est réabsorbé arrive un peu plus loin. Mais il y a moins de sodium dans le tubule. Et donc là, on ne réabsorbe que 5% du sodium filtré. Et puis ce qui arrive encore plus loin, là, on ne réabsorbe que 2 à 3% du sodium filtré. Donc c'est aussi une façon de vous expliquer les différences d'efficacité. Voilà. Plus vous allez vers l'aval, dans le néphron, et moins il reste de sodium à réabsorber puisque ça a déjà été réabsorbé en général. Ça, c'est de la physiologie, hein. Retenez bien. On est en physiologie, puis vous allez voir la pharmacologie. Alors on commence par les diurétiques de Lens, et le roi des diurétiques, c'est le Lasix, furosémide. Vous savez, il y a une liste OMS des 100 médicaments les plus importants. Voilà, nous, on a des milliers de médicaments en France, mais si on ne devait avoir qu'une centaine de médicaments pour tout traiter, ou pour traiter les maladies les plus graves, certainement le Lasix serait compris dans ces médicaments-là. C'est un diurétique de Lens qui agit là où 25% du sodium filtré est réabsorbé. Il exerce un effet salidiurétique. On a parlé tout à l'heure de la différence entre son efficacité et sa puissance. Ce qui est important, c'est que son efficacité persiste en cas d'insuffisance rénale. Alors bon, là, vous êtes en deuxième année, on avance tout doucement. L'enseignement qu'on vous donne est un enseignement type médecin généraliste installé une fois que vous avez fini vos études de médecine. Et puis parfois on voit un petit peu trop vers les spécialités, mais en pharmacologie, moi c'est ça que j'essaye de vous donner comme enseignement. Si vous êtes un généraliste installé, qu'est-ce que vous devez savoir pour ne pas vous tromper avec les médicaments? Donc si ça persiste en cas d'insuffisance rénale, eh bien, ça veut dire qu'un certain nombre de vos patients qui ont une insuffisance rénale sévère parfois, qui ne sont pas dialysés, auront recours au Lasix. Quelle est sa cible? Souvenez-vous, chaque fois qu'on parle de médicament, on parle d'une molécule. Un médicament, c'est une molécule qui agit sur une cible. Quelle est la cible? Chaque fois, on fait défiler les grandes catégories. On vous dit les récepteurs, les enzymes, les canaux. Et bien voilà, ça c'est un canal. Hein. La cible est un canal, c'est un canal sodium, potassium, 2 chlore. Si vous savez bien compter sur vos doigts, vous voyez qu'il est électriquement neutre. NKCC. Transporteur sodium, potassium, 2 chlore dans la membrane luminale du segment large de la branche ascendante de l'anse de Henle. Et donc si vous bloquez ce canal, c'est bien son blocage, on est bien en pharmacologie, là on est sorti de la physiologie, eh bien vous allez excréter du sodium et du chlore, NaCl, du sel, du sodium et du chlore.